Bonjour, c'est encore moi. Je suis tombé récemment sur une vidéo intitulée La crise de l'inflation épisode 2 sur une chaîne dont le nom est Décoder l'écho. Cette chaîne est assez importante, il y a une grosse audience, il y a des dizaines de milliers d'abonnés et les vidéos sont vues avec une bonne fréquence, dans les dizaines et les centaines de milliers de fois, donc c'est une audience volumineuse. On pourrait donc considérer que l'attraction est due à la qualité des vidéos. Alors pour ce qui concerne les interventions du monsieur à propos de Covid et d'autres sujets d'ingénierie sociale, c'est très intéressant. En revanche, dès qu'il parle d'économie, et c'est dommage parce que c'est quand même le titre de sa chaîne, là on tombe dans des calamités assez phénoménales. Je pense qu'il n'est pas forcément inintéressant de revenir un peu sur le problème de ce qu'on appelle l'économie mainstream, dont ce monsieur semble se revendiquer, vu les propos qu'il tient sur le plan économique. Alors je propose qu'on passe à travers 2-3 petits extraits de cette vidéo pour commenter ça et comprendre la nature du problème. Nous avons vu dans la vidéo précédente que contrairement à la définition du Larousse, l'inflation ne désigne pas l'augmentation de tous les prix, mais l'augmentation du prix du panier moyen de consommation des Français. Ce panier moyen augmente de prix, pas forcément lorsque tous les prix augmentent, mais lorsque seulement certains prix augmentent. Nous avons vu également que personne ne consomme la même chose, et donc ce panier moyen ne correspond à personne en particulier. Et donc personne ne ressent exactement la même inflation que son voisin. Par exemple, lorsque le prix de l'essence augmente, ça a un impact beaucoup plus fort chez les travailleurs qui sont obligés de prendre la voiture pour aller travailler que chez les retraités. Retraités qui sont aujourd'hui majoritaires parmi les votants et donc prennent des décideurs qui les arrangent eux plutôt que les travailleurs. Dans cette vidéo, nous allons voir... On a donc ici une introduction qui est quand même intéressante, qui dit des choses tout à fait justes, mais qui malheureusement part sur déjà une confusion des termes, puisque l'inflation en économie désigne l'augmentation de ce qu'on appelle à tort la masse monétaire et qui est en fait la masse de devises, la quantité d'unités de devises. C'est ça l'inflation, c'est l'augmentation du nombre de ces devises qui donc voient chacune leur pouvoir d'achat diminuer en proportion de l'arrivée de leurs nouvelles petites camarades à ces devises. Quand on passe la masse de devises ou la masse monétaire de X à 10X, quelle que soit la production en face, qu'elle augmente ou pas, chaque unité de devise aura un pouvoir d'achat inférieur à ce qu'elle aurait eu s'il n'y avait pas eu d'augmentation de devise. C'est de l'hydraulique de bas niveau, ça, c'est tout à fait compréhensible. Donc, si tu prends ton pastis et que dedans tu mets 20 centilitres d'eau, le goût sera plus fort que si tu mets 50 centilitres d'eau. D'accord ? Donc le monsieur confond d'entrée de jeu l'inflation et l'augmentation des prix, mais on va pouvoir faire comme si de rien n'était, parce que c'est quand même pas si grave dans la suite de ce qu'il a à dire. Surtout que la description qu'il pose du problème est tout à fait juste. C'est que les prétentions empiriques des économistes à analyser l'inflation, c'est-à-dire ce qu'ils appellent l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation des prix, n'a aucun sens, puisque comme il le dit, personne ne consomme la même chose. Donc selon les besoins et les envies de chacun, l'augmentation des prix se fait ressentir de manière différente, puisque la création de nouvelles devises n'impacte pas toute l'économie en même temps, à la même vitesse et dans la même ampleur. Ceci étant dit, il pose aussi très bien le problème, je ne sais pas si c'est fait exprès, de la démocratie en général et de l'État en particulier. Non, c'est l'inverse que je voulais dire. De l'État en général et de la démocratie en particulier. L'État, c'est la force qui va extorquer les gens à son profit. Et la démocratie, c'est le mécanisme pour orienter le sens de cette extorsion. Donc dans son exemple, les retraités qui sont plus nombreux que les travailleurs vont voter pour des gens qui vont extorquer les travailleurs, soi-disant au profit des retraités, en tout cas pas à leur détriment, mais au profit de l'État de toute façon. On est donc dans le piège démocratique qui n'est qu'une vaste scène de lynchage. C'est la force du plus nombreux, c'est la loi du plus fort, quoi. C'est la loi du plus nombreux. C'est ça la magie de la démocratie. Donc un début d'intervention qui pose sciemment ou pas le problème de la démocratie, de la redistribution forcée de richesses
et qui montre bien que l'empirisme en matière d'inflation n'a pas vraiment de sens et qui malheureusement, moi en tout cas je ne l'ai jamais entendu prononcer ce terme-là, ni dans les vidéos précédentes, ni dans celle-ci, de l'effet Cantillon. Il n'a jamais parlé de ça. Alors je l'ai peut-être oublié, corrigez-moi si c'est le cas. L'effet Cantillon, c'est cette façon de profiter du vol qu'est l'inflation, parce que l'inflation, donc l'augmentation de la masse des devises n'étant pas un accident, elle est provoquée sciemment, consciemment par une entité quelconque, c'est-à-dire en fait l'univers bancaire, qu'il soit public ou privé. Pourquoi ils font ça? C'est parce que ça leur rapporte, sinon ils ne le feraient pas. Ce n'est pas un accident économique, l'augmentation des prix. C'est un acte volontaire de destruction et de vol. C'est un vol extrêmement sophistiqué qui permet, par effet Cantillon, justement, de s'accaparer les richesses du peuple qui travaille et des gens qui ont épargné. L'effet Cantillon, c'est le fait de manipuler de la devise fraîchement créée ex nihilo avant que les prix n'aient augmenté. Donc le pouvoir d'achat reste encore le même et une fois qu'on a pu dépenser ces sommes, alors le pouvoir d'achat diminue parce que la nouvelle devise est rentrée dans le cycle économique et les gens en bout de chaîne subissent l'augmentation de ces prix, tandis que les gens en début de chaîne, ceux qui profitent de l'effet Cantillon, ont profité de prix encore non augmentés et donc volent et vivent aux dépens des gens en bout de chaîne qui, eux, par leur travail, compensent le différentiel. L'effet Cantillon, c'est le vol systématique de l'État et de l'appareil bancaire qu'on dit privé mais qui n'est qu'un appendice de l'État au profit de ces gens-là, donc des fonctionnaires, de l'administration, de ce qu'on appelle la finance, bref, de tous les cercles concentriques de parasites autour de la création de devises. Deuxième petit extrait pour encore souligner une autre fatale confusion de ce monsieur. Vous allez voir, c'est pas piquer des hannetons. En effet, contrairement à ce que la théorie néolibérale veut faire croire, lorsqu'on privatise un service public comme la téléphonie, on obtient toujours une hausse arbitraire des prix. Une des raisons est que le marché n'est jamais cédé à une multitude d'acteurs qui se font concurrence, mais toujours à une petite bande de copains. Les quelques gros acteurs qui se sont partagés le marché se mettent alors d'accord pour racketter un maximum les consommateurs. Dans la théorie... Alors, la théorie néolibérale, déjà, ça n'existe pas. Le néolibéralisme est une insulte, est un terme, comment on dit, péjoratif, mais n'existe pas en tant que théorie digne de ce nom. Donc il va falloir arrêter de dire ça. Il y a la doctrine libérale, la théorie libérale, mais pas néolibérale. Bon, ça c'est encore un autre petit détail de sémantique, mais ça pose bien le niveau dont est capable l'intervenant, parce que si on en est à ce niveau-là, c'est qu'on n'a jamais vraiment cherché à comprendre les lois de l'économie. Ensuite, il pose un autre cas de figure. Tout à l'heure, c'était l'inflation et le côté pervers que ça a sur des élections. Là, il parle de privatisation. En parlant de racket et de collusion, il a entièrement raison. C'est effectivement une description très fidèle à la réalité, je pense, de tous ces marchés qui sont passés du monopole officiel du gouvernement à un monopole officieux d'acteurs privilégiés choisis par le gouvernement. Comme il le dit, le marché a été cédé. Donc à la base, ce n'est pas un marché. Un marché, ça ne se cède pas. Un marché, ça n'appartient à personne et ce n'est contrôlé par personne. Le marché, c'est le lieu des échanges entre individus libres, entre acteurs économiques libres. Donc il n'y a pas de chasse gardée là-dedans. On peut essayer de devenir l'acteur dominant et d'être le plus fort, le plus riche, tout ce que tu veux, mais ça ne dépend que de la clientèle et des volontés d'achat de chacun. Si une entreprise fournit un service tellement supérieur en rapport qualité-prix à sa concurrence, elle peut effectivement devenir le seul acteur du marché, mais le marché ne lui appartient pas dans son domaine. Quand on parle de privatisation de services publics, c'est-à-dire dans son exemple de téléphonie, c'est effectivement ce qui a eu lieu. D'ailleurs, au Canada, c'est passé la même chose, où les services téléphoniques, les services de communication sont gérés par une entité gouvernementale, comme dans tous les pays du monde à peu près, je suppose, en tout cas ceux qui se revendiquent des social-démocraties. Et dans ces organisations-là, quand l'État, dans un grand geste apparemment de libéralisation folle, se débarrasse d'un monopole, c'est juste qu'il a des amis qui ne sont pas fonctionnaires directement,
à qui il va confier l'exclusivité de l'exploitation de ce marché, de ce marché captif en fait. Ça s'est passé de la même manière pour les trains en Angleterre qui n'ont jamais été libéralisés, qui ont simplement été privatisés, c'est-à-dire qui ont été sous-traités à des entités privées. La téléphonie, c'est pareil, c'est sous-traité, ou l'énergie, je ne sais plus quel exemple il prenait là. Mais ces entités-là, privées, ont un monopole garanti par la force de la législation, donc par les flingues de la police. Si vous et moi, demain, on voulait démarrer un concurrent à ces entités-là sans passer par les autorisations officielles et autres quotas, alors on se retrouve sous le coup de la loi, on se retrouve poursuivi et interdit d'opération. Donc on ne peut pas parler de libéralisation quand on ne fait simplement que déguiser un monopole en un autre. Ce serait bien que Décoder l'écho se rende compte de ça. Il n'y a pas de théorie soi-disant néolibérale, et la privatisation, quand l'État se débarrasse d'un monopole ou fait semblant de s'en débarrasser pour simplement le confier à ses amis, ce n'est pas de la libéralisation non plus. C'est une privatisation, c'est simplement passer d'un mode de contrôle politique direct à un contrôle politique indirect. Ce n'est pas un marché, c'est pour ça que les entreprises peuvent se permettre de se mettre en collusion et de racketter leur clientèle, justement. C'est du pur racket, effectivement. Le terme qu'il emploie est juste. C'est du racket, puisqu'il est impossible pour les prix de descendre, puisque la concurrence est illégale. Et les prix ne descendront que sous la concurrence. Ça, c'est une loi de l'économie. Les prix sont à l'équilibre du marché à condition que les entreprises soient en situation de concurrence pure et parfaite et que les consommateurs ont l'information parfaite de tous les prix et peuvent choisir en toute liberté sans contrainte. Cela n'est absolument jamais le cas quand il y a seulement 3 ou 4 gros groupes qui se partagent le gâteau et s'entendent sur les prix. Nous avons déjà réalisé une vidéo. Donc il est tout à fait dans le vrai, ce n'est jamais le cas cette histoire de concurrence quand 3 ou 4 acteurs se partagent le gâteau parce qu'ils sont protégés par les flingues du gouvernement, parce que la concurrence est illégale. C'est pour ça, et pas pour autre chose. Alors j'en profite encore pour revenir sur la fameuse théorie néolibérale qui n'existe pas, dans laquelle nulle part on ne parle de concurrence pure et parfaite. Ce sont les espèces de clowns communistes à la sauce Krugman-Piketty qui parlent de ça, mais aucun ouvrage sérieux d'économie ne parle de concurrence pure et parfaite. Ludwig von Mises évoque le RE, l'Evenly Rotating Economy, qui se rapproche de ce que dit le monsieur, là, cette concurrence pure et parfaite où chaque acteur connaît absolument tous les prix de tous les autres, mais ce n'est pas un modèle de l'économie telle qu'il la conçoit. C'est une expérience de pensée pour expliquer le phénomène des taux d'intérêt. Ce n'est absolument pas une description telle qu'on la conçoit en économie autrichienne de la vie réelle. Pas du tout. Et on ne se base jamais sur de tels présupposés de concurrence pure et parfaite et de connaissance absolue de tout, de tous les prix et de toutes les informations pertinentes sur le marché en économie. Ce n'est pas un prérequis, ça. Au contraire, la théorie économique repose justement sur le fait que l'information est disséminée dans tout le marché, dans la tête de chaque acteur, de façon inégale, et que chacun essaye de tirer parti de ce qu'il connaît, de ce qu'il sait, de son environnement, et aucun n'a la synthèse totale de toute l'économie. C'est absolument le contraire de la théorie économique, ça. Et c'est d'ailleurs pourquoi on parle de prix en théorie économique. Un prix, c'est un prix exprimé en monnaie. La monnaie, c'est un moyen d'échange neutre qui en lui-même ne sert à rien d'autre qu'à être un résidu de pouvoir d'achat pour le futur. Ça prouve bien que les acteurs ne peuvent pas savoir d'avance ce qu'ils voudront, sinon il leur suffirait de produire ce dont ils ont besoin pour les semaines ou les décennies à venir, et toute notion de prix disparaît si cette possibilité d'information globale économique était concrète. La théorie économique, justement, explique le prix et la monnaie par le fait qu'il y a cette incertitude ou ces aléas par rapport au futur. Donc non, une information totale sur les prix n'est absolument pas la prémisse de la théorie économique libérale,
Et la concurrence pure et parfaite, encore moins, puisque la concurrence, elle, joue exactement sur ce phénomène de prix qui dépend d'une information parcellaire. La concurrence pure et parfaite, elle, c'est censé, je crois, être le fait qu'une entreprise, enfin chaque entreprise ou chaque acteur économique est suffisamment petit pour être anodin et sans effet sur le reste de l'économie. Ça aussi, c'est l'inverse complet de tous les axiomes économiques. On sait bien que produire plus fait baisser le prix, toute chose égale par ailleurs, et inversement, consommer plus de la même chose fait augmenter le prix, toute chose égale par ailleurs. Donc chaque acte d'achat, chaque acte de vente, chaque acte économique, chaque échange a une influence, aussi petite soit-elle, sur tout le reste de l'économie. C'est comme un peu la gravitation qui agit sur tout l'univers. Bon, en économie, il arrive un niveau où c'est tellement infime qu'on ne peut pas s'en apercevoir vraiment, mais la théorie est pourtant claire et démontrée à ce sujet. Chaque acte économique a une influence. Donc non, les prémices de la théorie économique libérale ne sont pas une information pure et parfaite dans chaque tête et une concurrence nulle, ou je ne sais pas comment il dit, une concurrence pure et parfaite. Enfin, moi, je n'ai jamais compris vraiment ce que ça voulait dire. En fait, ça veut dire l'absence de concurrence. Donc en gros, la théorie préconisée par le monsieur, c'est un homme de paille qui est en fait une version du communisme. La théorie communiste, elle prétend pouvoir assembler suffisamment d'informations par le biais de l'empirisme pour synthétiser des modèles qui permettraient, soi-disant, d'orchestrer une planification économique totale. C'est ça la prémisse de gauche. Enfin, de gauche. La prémisse planificatrice. Quand je dis de gauche, c'est aussi la prémisse de droite planificatrice, on s'entend, hein. Le socialisme n'a pas de bord politique. Le socialisme, c'est prétendre faire une économie d'échelle sur la gestion des ressources pour une allocation plus optimale en faisant des modèles économiques et donc en prétendant atteindre cette information globale et puis annuler toute concurrence par le monopole, en fait, par la force. Quand l'État fait ça, justement, pourquoi est-ce qu'il aboutit à une catastrophe systématique quand il planifie l'économie, que ce soit pour les téléphones ou l'électricité? C'est parce qu'il abolit le marché. Il abolit le mécanisme des prix, donc, puisque sans marché, il n'y a plus de prix. Les faux marchés avec 2-3 faux acteurs privés là, qui se disputent le gâteau en pleine connivence avec l'État et entre eux, ce n'est pas un établissement de prix standard, c'est pas un prix économique, c'est le prix de l'exploitation justement. Et à ce niveau-là, il a raison, mais il ne critique pas, en ce moment, le monsieur de la vidéo, il ne critique pas le capitalisme ou le libéralisme ou l'économie de marché, il critique le planisme, il critique le socialisme. Alors là, si on est d'accord sur ça, je pense que là, on peut s'entendre. L'abolition du marché par la cartélisation orchestrée par l'État, ça aboutit à l'abolition des prix, aux signaux économiques qui permettent d'allouer les ressources, et donc on va droit vers un gaspillage agrémenté d'un racket qui permet aux parasites de se gaver sur le dos des honnêtes gens. Voilà comment ça marche. Et ça, c'est le système démocrate, socialiste, communiste, fasciste, appelle ça comme tu veux, mais c'est exactement ce dans quoi on baigne, et c'est le contraire absolu d'une économie de marché libre. Alors effectivement, ce n'est jamais le cas, ça n'arrive jamais que la concurrence soit pure et parfaite, ce qui n'a aucun sens, et que l'information des prix soit absolument disponible à tout moment, à tout le monde, dans son intégralité. Effectivement. Il n'y a que des communistes pour penser comme ça. L'électricité, comme pour l'eau, le gaz ou le train, seule la fourniture du service a été mise à la concurrence. La construction et l'entretien du réseau, qui coûte cher et ne rapporte rien, est laissé aux impôts. Exactement. La construction du réseau qui ne rapporte rien. C'est comme dire que les tables et les chaises d'un restaurant ne rapportent rien. Ce monsieur n'a aucune conscience de ce que c'est un investissement et un rendement, ou je ne sais pas ce qui se passe. Mais si, forcément que dans une entreprise privée, tout le réseau et toute l'infrastructure et la logistique qui vont avec sont factorisés dans les facteurs de production et sont censés rapporter, c'est-à-dire que le fruit de tout ça, ça doit être vendu plus cher que ce que ça coûte, sinon on ne le fait pas. Mais dire qu'un réseau ne rapporte rien, c'est absolument pas comprendre la démarche de l'entrepreneur et le calcul qu'il fait. Passons la suite.
Comme pour la privatisation de la téléphonie, celle de l'électricité n'a pas baissé, mais augmenté les prix. Déjà, comme pour la téléphonie, il n'y a pas de réelle concurrence entre les acteurs puisqu'ils ne sont pas assez nombreux. Mais en plus, comme il est impossible pour un acteur privé de faire moins cher que le public, on s'arrange toujours pour l'aider, au moins au démarrage. Dans le cas de l'électricité, comme il était impossible pour les opérateurs privés de faire moins cher que le nucléaire, on y a mis en place des lois spécifiques. D'une part, on leur a... Bon, je crois qu'on va s'arrêter là parce que j'en peux déjà plus. Il y a des choses vraies et des choses encore fausses. C'est un vrai art du mélange. Il est vrai que pour les acteurs privés, il est impossible de faire moins cher que l'électricité nucléaire de l'État, tout simplement parce que c'est interdit. Je pense que si toi et moi, demain, on s'associe et qu'on veut monter un réacteur nucléaire pour produire du courant, on va avoir de gros ennuis. On ne va pas nous laisser faire. Donc on n'a pas le droit de rentrer sur le marché. C'est pour ça qu'on ne peut pas faire concurrence. Ensuite, le fait que les acteurs se partagent le gâteau, on a déjà expliqué pourquoi ce n'est pas du libéralisme, c'est simplement de la dilution de monopole, mais on reste quand même dans un aquarium bien fermé entre petits copains. Donc effectivement, ce qui s'est passé sur l'énergie, avec l'explosion des tarifs que ça a provoqué, c'est un mélange de politique qui interdit la concurrence, de politique grétatiste qui interdit les sources d'énergie qui ne seraient pas adoubées par l'église calorique, les moulins à vent, etc. Il y a un tas de règlements, mais c'est incroyable sur ce marché-là, comme sur tous les autres d'ailleurs, mais en particulier sur celui-là qui est quand même assez primordial pour une société technologique. On interdit aux gens de produire de l'énergie pas chère. On interdit aux entreprises d'être rentables sur le plan énergétique. Et après, on a des pignoufs comme ça qui viennent nous sortir que c'est impossible pour le privé de faire moins cher que le public. Et oui, c'est impossible parce que c'est interdit à coups de flingue. Ça n'a rien d'économique, ça. Ça a tout du fascisme, si on employait les grands mots. Là, on est dans le fascisme, justement. Alors voilà, ça, c'est une bonne conclusion, je pense. Quand EDF ou une merde dans ce genre, au Québec, ça s'appelle Hydro-Québec, détient le monopole de la production de quelque chose comme le courant électrique, ça s'appelle du communisme, du socialisme. C'est l'État, cette entité dépend de l'État entièrement. Hein. Hydro-Québec, c'est entièrement à l'État et EDF, enfin, ce qui l'a remplacé pendant longtemps, en tout cas, c'était entièrement public. Ce truc-là est un truc socialiste. Je dis truc à bon escient, hein, en tout cas je le dis de façon tout à fait consciente. C'est pour appauvrir le langage pour que les gauchistes comprennent. Donc le truc, il est communiste quand il est détenu par l'État. Quand on prétend le libéraliser, ce machin-là, c'est-à-dire qu'on donne les clés du coffre à quelques potes du gouvernement, là on tombe dans le fascisme. Éventuellement, on va recruter quelqu'un de l'extérieur, on va dire toi tu vas faire ça de telle façon. Ça c'est du fascisme. Le pilotage se fait par l'intermédiaire d'une pseudo-propriété privée sur des actifs qui permettent de produire, dans le cas présent, par exemple, de l'énergie. Donc, ce qu'on a sous les yeux, c'est plutôt un perfectionnement du socialisme démocratique avec des appendices fascistes pour mieux garder le gâteau et faire croire au public qu'on agit, qu'on fait des choses, qu'on va dans le sens de la liberté. Gna 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 gna, regardez, votez pour moi. Tout ceci n'est qu'une extorsion généralisée, très sophistiquée. Alors évidemment, quand on parle de fascisme ou de communisme, tout de suite, les images qui sautent à l'esprit des gens, c'est Mussolini, Staline et toutes les caricatures d'il y a 100 ans. Ça fait 100 ans, cette histoire. Mais je vous rappelle que, comme pour les télévisions, les voitures et les téléphones, en 100 ans, on fait des progrès. On évolue. Même sur le plan des idées, il y a des choses neuves depuis 100 ans. Alors sur le plan de la politique et du crime, on a maintenant de nouvelles façons d'extorquer les gens. Il y a 100 ans, il n'y avait pas de scam téléphonique où on se faisait passer pour ta grand-mère malade. Maintenant, oui. Maintenant, il y a des scams Internet. À l'époque, c'était plus rare, il y a 100 ans, les scams Internet. Maintenant, oui, grâce à la technologie. Eh bien, dans le domaine de l'extorsion politique, c'est pareil, les choses évoluent. Les pourritures et les voleurs et les parasites
raffinent leur comportement et leur stratégie, ils deviennent plus performants dans le mal, parce que eux aussi sont soumis à la concurrence entre eux, hein. Il faut bien qu'ils trouvent des moyens plus performants de séduire les masses de vaches qui votent et d'extorquer les gens, puisque avec le temps, on découvre de plus en plus de contre-mesures. Donc c'est une course aux armements entre les votants et les votés. C'est pour ça qu'on ne joue pas à ça quand on est un être humain. On ne participe pas à cette cochonnerie qui est juste une perfection du mal. Même quand tu votes contre ou même quand tu votes blanc, en fait, tu essayes d'améliorer un système qui ne peut l'être que vers le pire. C'est une amélioration vers le mal. La seule évolution possible de ce système, c'est d'être toujours plus performant dans la spoliation, l'extorsion. Donc c'est pour ça qu'on peut très bien aujourd'hui qualifier de fascisme cette espèce de libéralisme faux et de communisme, le reste des monopoles de l'État, même s'il n'y a pas de défilé militaire tous les matins sous tes fenêtres, même s'il n'y a pas de goulag à chaque coin de rue, et même si on ne se fait pas sauvagement exécuter d'une balle dans la tête quand on dit du mal du pouvoir, quoique ça commence peut-être même un petit peu à changer, mais bref. Donc voilà, c'était triste d'écouter ces quelques minutes de cette vidéo, mais ça vous donne la saveur de l'incompétence de certaines personnes et en fait de ces idées. Moi, j'ai rien contre le monsieur en particulier. Encore une fois, ces vidéos sur le Covid sont très bien, mais ça montre la perversion des médias et puis de l'université et de tous ces endroits où on déverse ces faussetés économiques, ces fausses théories. J'ai vraiment hâte qu'on sorte de ce platisme économique. Sur ce, j'ai de la musique à faire. Bonsoir.